Sauvage ou verdoyant, le Briançonnais offre des paysages très variés qui n'attirent pas seulement les sportifs. Depuis longtemps, les géologues fréquentent cette région et y trouvent de nombreux témoignages de l'histoire des Alpes. Voisinant les hauts sommets du parc national des Écrins, les montagnes du Briançonnais et du Queyras sont plus douces. Les roches sont différentes. Ici, pas de granit, mais plutôt du calcaire. Au-dessus du col et de la station de ski de Montgenèvre, près des sources de la Durance, les géologues ont trouvé des roches aux formes particulières. Ces roches, on les trouve habituellement dans le fond des océans. Il s'agit de basalte en coussin, provenant du refroidissement rapide et sous l'eau d'un magma s'épanchant de volcans sous-marins. Mais les géologues n'aiment pas se contenter des apparences. Alors ils cherchent un peu plus et parcourent le massif du Chenaillet. Près de la cabane des douaniers, ils trouvent d'autres roches, elles aussi originaires des fonds océaniques. Ces roches sont des péridotites serpentinisées. Un peu plus haut, sur l'arête ouest du Chenaillet, le sentier traverse une vaste zone de gabbro, une roche chimiquement proche du basalte, mais qui a cristallisé, grâce à un refroidissement plus lent en profondeur. Pour le géologue, plus de doute. Ces roches, que l'on trouve aujourd'hui à 2500 mètres d'altitude, sont nées au fond d'un océan. C'était il y a fort longtemps. Il y a quelques 160 millions d'années avant que le premier géologue ne s'aventure dans les Alpes. Maintenant que nous avons fait parler ces roches océaniques, que nous leur avons fait dire d'où elles venaient et comment elles s'étaient formées, et si nous allions demander aux autres roches de la région quand et comment elles sont nées? Alors, si nous réussissons à les faire parler, les différentes roches que nous rencontrerons dans le Briançonnais nous raconteront l'histoire géologique de la région. Mais comment faire parler des roches qui n'ont rien dit depuis des millions d'années? Simplement en comparant ces vieilles roches aux jeunes qui naissent et se transforment aujourd'hui dans le monde. C'est ce que les géologues appellent le principe d'actualisme. Comprendre le passé en regardant ce qui se passe aujourd'hui. Prêt pour un grand bond en arrière? Pour raconter une histoire, c'est bien de commencer par le début. Nous allons donc chercher les terrains les plus anciens dans la haute vallée de la Durance, en aval de Briançon. Nos pas vont nous conduire dans le ravin du Loup, à Puy-Saint-André. Un sentier géologique balisé nous permet de découvrir le site. Le sentier traverse plusieurs zones très sombres. Il s'agit des déchets d'une ancienne mine de charbon située un peu plus haut. Le charbon a en effet été exploité dans la région, de manière artisanale et semi-industrielle, jusque dans la première partie du XXe siècle. Dans ces terrils, on trouve parfois des fossiles de végétaux. Ces premières informations collectées nous donnent déjà quelques indications sur les conditions dans lesquelles se sont formés ces terrains charbonneux à l'époque du Carbonifère, il y a environ 300 millions d'années. La présence de nombreux végétaux, souvent de grande taille, est caractéristique de zones chaudes et humides. Quelques centaines de mètres plus loin, un autre affleurement, datant toujours de la même époque, va permettre de compléter les premières observations.
avec une succession de charbons, de craie et de conglomérats. Sans oublier ce morceau de tronc d'arbre. En utilisant le fameux principe d'actualisme, cet ensemble d'informations va nous permettre de reconstituer le paysage de l'époque. Ce paysage n'avait rien à voir avec ce que nous connaissons aujourd'hui. Pensons plutôt à des forêts de type tropical, régulièrement ensevelies par des crues torrentielles provenant de reliefs en cours d'érosion. Ces crues apportent en quantité boue, sable, galets et graviers, qui formeront les grès et conglomérats. Ces crues torrentielles brisent et recouvrent les arbres et autres végétaux, leur permettant de se fossiliser ou de se transformer en charbon à l'abri de l'air. Voici comment les géologues schématisent cette première étape de l'histoire, entre 300 et 360 millions d'années. En tout cas, la plus ancienne que nous puissions reconstituer ici, car il ne faut pas oublier l'âge de notre planète, plus de 4 milliards d'années. L'épisode suivant de notre histoire va durer 50 millions d'années, avec en plus l'apparition de volcans dont nous trouvons un témoignage sur la route menant de Serre-Chevalier au col du Granon. Par ailleurs, dans les conglomérats de cette époque, on trouve de nombreux fragments de lave de couleur rougeâtre. Poursuivons notre voyage dans l'histoire et dans la vallée de la Durance. Un tunnel creusé dans le verrou glaciaire de Rocher-Baron, à côté de Presles, facilite bien le travail du géologue. Ce verrou est constitué de grès, des anciens sables, en couches empilées sur plus d'une centaine de mètres d'épaisseur. Au plafond du tunnel, des figures sédimentaires témoignent du passé. Ces formes géométriques sont le vestige d'anciennes fentes de dessiccation, telles que nous en connaissons aujourd'hui dans le fond de mares desséchées. D'autres figures nous font penser à des rides dans le sable sous l'eau. Il y avait donc de l'eau, peu profonde, dans des zones pouvant s'assécher. S'agissait-il d'eau douce ou d'eau salée? La réponse vient du col d'Izoard, dans des terrains du même âge où l'on trouve du gypse. À cette époque du début du Trias, le Trias inférieur, entre 250 et 240 millions d'années, le paysage du futur Briançonnais a bien changé. Le relief de l'époque précédente s'est aplani et se trouve partiellement recouvert d'eau de mer. Plus de montagnes donc, mais une mer peu profonde. En bordure de la Durance, le site de Barachin, près de l'aérodrome de Saint-Crépin, va nous permettre de récolter des informations correspondant à l'époque du Trias moyen, c'est-à-dire de 240 à 230 millions d'années. On observe une succession de séquences comportant chacune des calcaires gris et des dolomies claires. Ces calcaires se sont formés par dépôts de sédiments à des profondeurs peu importantes, quelques dizaines de mètres. Quant aux dolomies, les études actuelles montrent qu'elles proviennent de la transformation de ces calcaires dans des mers chaudes à très faible profondeur, de l'ordre de quelques centimètres à quelques dizaines de centimètres. Dans les calcaires, des terriers de crustacés confirment la faible profondeur de ces dépôts de sédiments, futures roches en formation. Plusieurs autres observations sur cette falaise et ces terrains de plusieurs centaines de mètres d'épaisseur confirme cet environnement d'une mer chaude et peu profonde il y a 230 millions d'années. Mais comment peut-on entasser autant de sédiments dans si peu d'eau? On peut penser que le niveau du fond s'abaisse au fur et à mesure que les sédiments s'entassent. Mais le poids de ces sédiments ne suffit pas à faire abaisser le fond. Il faut trouver une autre explication qui va nous être apportée par le modèle de la tectonique des plaques. Quand un continent subit des forces divergentes de part et d'autre, il va s'allonger, et donc s'amincir. On parle de distension ou d'extension. Si ces déformations sont assez souples en profondeur, elles sont cassantes en surface, sous forme de failles normales de différentes tailles, de quelques centimètres à quelques centaines de mètres. On trouve d'ailleurs à Barachin de telles failles, faciles à voir ici grâce à leur petite taille et leur couleur bien nette.
C'est à Saint-Crépin, le village voisin, que nous trouverons les terrains allant du Trias supérieur à la fin du Crétacé, c'est-à-dire de moins 230 à moins 65 millions d'années, une période longue et variée. Du Trias supérieur, on trouve les Dolomies, correspondant à celles que l'on trouve au sommet de la falaise de Barachin, cette falaise que nous avons visitée un peu plus tôt. La mer est donc toujours très peu profonde. Posées directement sur ces Dolomies âgées de 205 millions d'années, on trouve des roches rosâtres, issues de sédiments qui se sont déposés, à grande profondeur, à partir de moins 154 millions d'années. L'histoire se complique un peu. Après avoir fait parler les roches, nous allons maintenant essayer de faire parler l'absence de roches. Pour cela, il faut aller ailleurs, pas très loin, là où existent des témoignages de cette époque. Des galets, des rochers rouges, des surfaces d'érosion et autres traces nous indiquent que s'il n'y avait pas de dépôt sédimentaire à cette époque, c'est que, tout simplement, les terrains sont émergés. Mais si l'on va plus loin, à l'est comme à l'ouest, il y a bien des sédiments marins correspondant à cette époque, avec notamment des fossiles de coraux. Donc, si le Briançonnais est émergé, tout autour, la mer continue de s'approfondir. On parle donc d'une île briançonnaise au Jurassique moyen, une île qui disparaîtra d'ailleurs rapidement après une vingtaine de millions d'années d'existence. Les roches de la fin du Jurassique, jusqu'à moins 135 millions d'années, sont des calcaires roses à ammonite, localement appelés marbre de Guillestre. Cette carrière de Saint-Crépin a d'ailleurs été exploitée pour la construction des ponts et ouvrages de la ligne de chemin de fer de la Durance. Le sommet du Jurassique supérieur est constitué de calcaire blanc. C'est à cette époque du Jurassique supérieur que cette extension est maximum et qu'elle aboutit à la déchirure du continent. Il apparaît alors un fond océanique. Un fond océanique dont on a vu les témoignages dans le massif du Chenaillet à Montgenèvre. Voici une représentation graphique de cette phase d'extension. Pendant 35 millions d'années, cet océan va s'agrandir. Les sédiments s'accumulent par-dessus les sédiments du Jurassique supérieur. Par exemple, ici, au rocher de la Perdrix dans le massif du Chenaillet, ou alors à Champcélat. L'océan est en extension. Les fonds sont à moins 2000, moins 3000 mètres. Jusqu'ici, on a vu un continent s'éroder, puis s'étirer, provoquant l'installation d'une mer, puis d'un océan après que le continent se soit brisé. Puis l'océan s'est développé, jusqu'à ce que cette phase d'extension s'achève il y a 100 millions d'années, et que le mouvement s'inverse. Les deux continents qui s'éloignaient commencent alors à se rapprocher, faisant progressivement disparaître le fond océanique. Plus dense, celui-ci s'enfonce sous le continent. Il s'agit de la subduction. Grâce à des phénomènes de remontée ultérieure, on retrouve, par exemple dans la vallée du Guil, des roches ayant connu cette subduction. À Château-Queyras, on observe des roches de la croûte océanique alpine, des gabbros, dont la transformation due à un passage dans le manteau terrestre sont visibles à l'œil nu. Durant cet épisode du Crétacé supérieur, entre moins 100 et moins 65 millions d'années, la sédimentation se poursuit sur ce fond océanique qui se réduit progressivement. On trouve ainsi ces calcschistes à Saint-Crépin, ou ces grandes formations de flysch près du village de Crévoux. Et ce qui devait arriver, arriva. Après 35 millions d'années de compression,
les deux continents qui ne cessaient de se rapprocher finissent par entrer en collision à une vitesse géologique de quelques centimètres par an. Les forces en jeu sont colossales et les sédiments se plissent. Parfois, des terrains de plusieurs centaines de mètres d'épaisseur se chevauchent, passant les uns par-dessus les autres, comme par exemple ici à la sortie des gorges du Guil. À mi-pente, le village de Grosse est construit sur des terrains plus récents que la grande falaise qui le domine. Les continents qui entrent en collision se débitent en grandes écailles. L'Afrique vient chevaucher l'Europe. À Saint-Clément, un immense pli couché témoigne de ce raccourcissement généralisé et des bouleversements qui affectent ces roches des lithosphères continentales en cours de collision. Les plis sont à toutes échelles. De même que la phase d'extension du continent initial avait causé un amincissement de celui-ci, la phase de collision des deux continents précédemment créés va se traduire par un épaississement et l'apparition de reliefs. Les Alpes sont nées, mais ne ressemblent pas encore au massif que nous connaissons aujourd'hui. Pour cela, il faudra que l'érosion fasse son œuvre, en creusant les vallées, en individualisant par là même les sommets. Aujourd'hui, les Alpes continuent de monter, l'érosion continue de façonner les reliefs et les paysages par l'action des rivières et des glaciers. Des séismes fréquents et différents phénomènes témoignent de l'activité en profondeur du massif. La source d'eau chaude de Plan de Fazy, de même que la fontaine pétrifiante de Réautier, témoignent de l'existence de failles toujours actives. Les roches que nous avons rencontrées le long de la Durance nous ont raconté une longue histoire géologique. L'histoire des Alpes, ou plus exactement de ce que les géologues appellent la zone briançonnaise, c'est-à-dire le cœur du massif alpin. Les hauts sommets des Écrins, voisins du Briançonnais, ont une histoire un peu différente. Ce massif cristallin est resté sur la marge européenne et a été érodé pendant que le futur Briançonnais naissait, lui, sous la mer. À la faveur de la collision alpine, il a été soulevé pour atteindre des altitudes de 3 à 4 000 mètres. Quant au massif du Chenaillet, qui nous a invités à raconter cette histoire, en nous interpellant par sa forme et son origine, il constitue le plus bel exemple de lambeau océanique préservé dans les Alpes.